La semaine dernière, il y a eu plusieurs attentats, mais il y a notamment eu celui de Barcelone qui a été extrêmement meurtrier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet attentat quelques jours après, sur la manière dont il s'est passé et les réactions qui ont suivi? D'abord les fondamentaux. Ça fait la 5e fois dans l'Union européenne qu'un attentat de ce type-là se produit, c'est-à-dire des gens qui, après avoir planifié, c'est pas un abruti qui décide tout d'un coup que sa vie vaut plus la peine d'être vécue et qui fonce dans la foule. On parle de gens qui planifiaient. Là, on sait que le responsable de l'affaire, l'imam Eschetti, là, qui était à Ripoll et puis dans la région de Barcelone, il avait derrière lui, on le sait maintenant, au minimum 11 ans de contact avec Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Et il était revenu en mars 2016 de Belgique, d'une ville à la Molenbeek qui s'appelle Vilvoorde, où il y a toutes sortes d'extrémistes, etc., salafistes et autres. Et à partir de ce moment-là, et pendant plus d'1 an, il a recruté, entraîné, préparé des gens, que les gens en question, alors ça paraît démentiel, ont pu acheter 120 bouteilles de butagaz. Et deuxièmement, ils ont pu acheter tous les composants d'un explosif qui s'appelle le TATP, qui est celui qui a servi dans l'aéroport de Zaventem et au Stade de France et dans l'affaire du Bataclan à l'automne 2015 en France. Et naturellement, aucun des mouvements de cette équipe n'a été repéré. Aller dans toute l'Europe, là on découvre qu'il y en a un qui avait été à Zurich, l'autre qui était à Vilvoorde, etc. Ils sont passés à Paris. Donc comme dans le cas de Berlin, comme dans le cas de Nice, comme dans le cas de plusieurs autres événements de ce type, attentat à la voiture bélier, il court le furet, il est passé par ici, il repassera par là, et dans l'Union européenne, une fois de plus, nul n'a rien vu, sans que personne ne le remarque. Si la villa conspirative à Alcanar, dans laquelle les explosifs ont été préparés, ils avaient des voisins. Le voisin d'en face était un policier espagnol ou catalan, je ne sais pas, retraité, qui a dit à sa fille, laquelle l'a répété à toutes les télévisions espagnoles, mon père m'a dit, ce sont des terroristes, relève les plaques d'immatriculation. Vous aviez affaire à des gens qui étaient des caricatures de salafistes, qui regardaient pas les femmes dans les yeux, qui baissaient la tête quand ils en voyaient une, qui la moitié du temps circulaient avec des sacs à dos remplis et qui l'autre moitié du temps étaient en train de mater depuis la terrasse, de faire le guet, etc. Dans une villa au volet constamment clos, pas de femmes, pas d'enfants, pas de musique, enfin une caricature, quoi. Voilà, personne n'a rien vu. Et alors, les pays européens, comme vous l'avez dit, travaillent ensemble depuis plusieurs mois ou années sur la question du terrorisme. Comment expliquer ce nouvel échec qui ressemble effectivement à tous les échecs précédents? Et on aimerait le savoir, on aimerait que les choses progressent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois quand même. Donc il semble que la coopération ne fonctionne pas. Contrairement à ce que nous disent des autorités de Bruxelles, l'Union européenne donne fort peu d'argent pour les affaires en question. Et puis deuxièmement, ils sont occupés à autre chose. Vous avez vu comment ça s'est passé. L'homme qui est le haut fonctionnaire dans l'Union européenne chargé des affaires de terrorisme, alors d'abord, une fois que ça a été le drame, il a fallu 3-4 jours avant qu'il cesse d'être aux abonnés absents. Et il est arrivé pour faire une déclaration en France Inter en disant oh, vous savez, c'était une petite équipe, c'est pas si grave que ça. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas pour ça qu'on les paye, quoi. Et alors, qu'est-ce qui pourrait être changé en urgence pour éviter une 6e ou une 7e fois? Alors, la lutte antiterroriste, c'est simple dans sa conception. Il faut repérer les gens dont on voit qu'ils sont en train de préparer des choses problématiques ou dangereuses. Il faut les repérer le plus vite possible et il faut faire en sorte que cette information circule à toute vitesse. Il ne faut pas avoir des tuyaux d'orgue où chacun est dans son silo et puis n'adresse pas la parole aux autres. Le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan étaient prévenus. Il y a patronné par le roi d'Espagne lui-même, ce qui n'est pas rien, un institut de recherche sur les problèmes stratégiques en Espagne, à Madrid, qui s'appelle le Elcano Royal Institute. Le Elcano Royal Institute est dirigé par mon ami et collègue Fernando Reinares, qui depuis des années disait attention, poche de grisou salafiste,
en Catalogne, c'est en train de devenir un bastion et il ne s'est pas fait entendre. On a commencé à tendre le micro vers lui en Espagne une fois qu'il y avait les 15 morts sur les Ramblas. Il faut arriver à faire au niveau de l'Union européenne ce que le gouvernement français est en train d'installer à l'heure actuelle, un état-major qui est autorité au niveau français, à la fois sur l'ensemble du renseignement et sur les affaires de terrorisme, de manière à obliger tout le monde d'être autour de la table en disant « Monsieur, je ne vous demande pas ce que vous avez envie de faire, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, et je veux telle information, et je la veux vite », de manière, la prochaine fois, à arriver avant le drame et non pas après. Alors, au niveau de l'Union européenne, naturellement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des problèmes de souveraineté, il y a 28 pays concernés, mais soit on y arrive, soit comme les terroristes peuvent circuler partout dans la zone Schengen, c'est-à-dire 20 pays sur 28 en gros, et que deuxièmement, les juges et les magistrats et les policiers, eux, sont cantonnés chez eux, il y a quand même une extraordinaire différence de traitement. Il y a un déséquilibre absolument total entre, si vous voulez, l'attaque et la défense. Et à ce moment-là, les attaques continueront et les attaques seront à chaque coup mortelles.